La trahison a une odeur particulière de pourriture déguisée en vie quotidienne. Je l'ai ressenti ce mardi-là alors que du sang coulait de la petite coupure sur ma main, tachant la terre humide du jardin. Ce n'est pas l'épine de la rose qui m'a vraiment blessé, mais les mots que je n'aurais jamais dû entendre. As-tu une idée de combien ta mère nous coûte? Pas financièrement, émotionnellement. La voix de Jean traversait l'air du matin méditerranéen, basse et venimeuse, cachée derrière l'olivier centenaire où je taille des roses depuis 40 ans. Elle étouffe, observe, juge. Mon Dieu, comme elle est agaçante. 62 années de vie m'ont appris à rester immobile face à une menace. Pétrifiée derrière cet arbre, l'arrosoir oublié dans mes mains, moi, Margot Collin, je suis devenue invisible dans mon propre jardin, dans ma propre maison à Nice, en écoutant prononcer ma sentence. Jean. La voix hésitante de ma fille Camille n'offrait aucune défense, juste un plaidoyer embarrassé. Elle peut entendre. Et alors? J'en ai marre de faire semblant. 3 ans dans ce mausolée de souvenirs, à devoir être reconnaissant chaque jour d'avoir un toit au-dessus de nos têtes que nous n'avons même pas demandé. Mes doigts se resserrèrent sur la poignée de l'arrosoir jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Cette maison sur la colline de Cimier n'était pas un mausolée. C'était le dernier bastion de la famille Collin, l'endroit où j'ai accouché de Camille lors d'une violente tempête, où j'ai veillé sur mon mari Antoine pendant 3 jours après l'accident, où j'ai planté un olivier pour chaque décennie de vie que nous partagions. Tu sais que nous n'avions pas le choix, murmura Camille. Le son d'Amélie, ma petite fille de 2 ans, jouant avec ses blocs colorés rythmait la conversation comme une bande-son ironique de l'innocence. Quand nous avons perdu l'appartement. Il y a toujours des options, l'interrompit Jean. Je pouvais imaginer son visage, ce sourire condescendant qu'elle réservait aux femmes qu'elle considérait comme dépassées. Comme moi. Le problème est que celui-ci était trop pratique. Maison gratuite, garde d'enfants gratuite. Pourquoi chercher des alternatives alors que votre mère a tellement besoin de compagnie qu'elle nous accepte sans poser de questions? L'eau de l'arroseur débordait lentement, trempant mes chaussures de jardinage. J'ai senti le liquide froid pénétrer dans le cuir, mais je suis restée immobile. Désespérée d'avoir de la compagnie? Moi qui ai refusé 3 demandes en mariage après être devenue veuve. Moi qui ai reporté ma retraite universitaire parce que mes étudiants avaient encore quelque chose à apprendre. Moi qui ai offert ma maison, non pas par désespoir, mais par amour inconditionnel lorsque Camille a annoncé sa grossesse non planifiée et la crise financière qui a suivi. Nous en avons déjà parlé, soupira Camille, ce soupir de quelqu'un qui a déjà cédé bien avant le début de la bataille. Quand nous aurons fini de payer nos dettes. Des dettes? Jean rit, un bruit dur comme des pierres qui roulent. Avec ton salaire d'assistante pédagogique et mon travail à l'hôtel? Nous serons là jusqu'à la mort de ta mère, Camille. Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. J'attendais, le cœur battant dans mes côtes, l'indignation de ma fille, sa protestation, la défense qu'une fille devrait offrir. Mais le silence persistait, dense et révélateur. Peut-être. Jean baissa la voix, de ce ton conspirateur que les hommes comme lui utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à proposer quelque chose de moralement discutable. Peut-être pouvons-nous la convaincre d'utiliser la maison comme garantie d'un prêt. Pour ouvrir notre propre entreprise, cette chambre d'hôte dont nous avons toujours rêvé. Maman ne serait jamais d'accord, répondit finalement Camille. Il ne s'agissait pas d'un rejet de l'idée, mais d'une évaluation pragmatique des obstacles. Elle serait d'accord si elle croyait que c'était pour l'avenir d'Amélie, a insisté Jean. Ta mère est peut-être démodée et irritante, mais elle est pathologiquement dévouée à vous deux. Pathologiquement dévouée. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Était-ce ainsi qu'il définissait mon amour? Une pathologie? Un défaut à explorer? Le bruit de l'arrosoir qui tombait révéla ma présence avant que je puisse décider comment réagir. Le métal a heurté les pierres du chemin avec un fracas qui a fait voler les oiseaux des arbres voisins. Camille et Jean se sont figés en me voyant. Le visage de ma fille pâlit jusqu'à prendre la couleur des nuages qui se forment à l'horizon méditerranéen. Jean, toujours acteur,
composa rapidement un sourire conciliant. Madame Margot. Il s'est approché comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas simplement évoqué ma mort comme une commodité financière. Laisse-moi t'aider avec ça. J'ai reculé d'un pas, regardant l'eau de l'arroseur se répandre entre nous comme une petite rivière qui se divise. Les roses blanches que j'avais taillées semblaient observer la scène avec leur visage impassible. Depuis combien de temps es-tu là, maman? Demanda Camille, la voix tremblante. J'ai regardé ma fille vraiment regarder et je me suis demandé quand son visage avait acquis ces rides d'inquiétude autour de ses yeux, quand ses épaules avaient commencé à s'affaisser légèrement, quand elle avait appris à baisser les yeux au lieu de me regarder. Assez longtemps, répondis-je simplement. Madame, ce n'est pas ce qu'il paraît, commença Jean, de ce ton condescendant qu'elle utilisait envers les touristes en colère à l'hôtel. Nous discutions juste des possibilités futures, vous savez. J'ai levé ma main tachée de sang de la rose, le faisant taire. N'insulte pas mon intelligence plus que tu ne l'as déjà fait, Jean, dis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. J'ai entendu chaque unique mot. Maman. Camille fit un pas hésitant vers moi, mais s'arrêta lorsque je secouai la tête. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Camille? Ce ne sont pas ses paroles. C'est son silence. La vérité était suspendue entre nous, lourde comme les nuages d'orage venant de la Méditerranée. Le Mistral commença à souffler plus fort, apportant avec lui l'odeur de l'air marin et le signe avant-coureur du changement. Amélie arrivait en courant de la terrasse, ses boucles brunes rebondissant à son approche. Ses petits bras enroulaient mes jambes avec ce dévouement que seuls les enfants de 2 ans peuvent montrer, pur et sans calcul. « Est-ce que grand-mère a eu mal ?» a-t-elle demandé en désignant ma main ensanglantée. Je me suis penché à son niveau, ignorant la douleur dans mon genou arthritique. Juste une égratignure, mon petit trésor. La rose voulait garder un secret, mais j'ai insisté pour le rencontrer. Ses grands yeux bruns, les yeux d'Antoine m'étudiaient avec la sagesse déconcertante que possèdent parfois les enfants. Triste secret? J'ai avalé difficilement, sentant des larmes menacées de se former. Oui, c'est un triste secret. Mais maintenant que je le sais, je peux faire quelque chose. Je me suis levé, sentant chacune de mes 62 années dans mes articulations protestataires. J'ai regardé Camille et Jean, qui restaient dans un silence gêné. Ce soir, à 8 heures, dans la salle à manger. Nous aurons une conversation sérieuse. Nous tous. Ma voix ne supportait aucune contestation. En attendant, je dois réfléchir. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous t'expliquer? Commença Camille. À 8 heures, répétai-je en prenant Amélie par la main. Allez, chérie. Grand-mère va te raconter l'histoire d'une maison magique ayant appartenu à 3 générations de femmes fortes. En entrant, j'ai senti leurs yeux dans mon dos. Jean S., calculant, évaluant les dégâts et formulant des stratégies. Celle de Camille, dévastée et coupable, mais néanmoins résignée. Comme s'il savait déjà qu'il avait franchi une ligne invisible et qu'il n'attendait plus que les conséquences. La maison que vous aimiez tant parut soudain différente. Les murs de pierre, qui m'avaient toujours offert la sécurité, semblaient désormais les témoins silencieux d'une trahison qui durait peut-être depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Les portraits de mes ancêtres semblaient me regarder avec une nouvelle sorte de tristesse. Dans ma chambre, dont la porte était verrouillée pour la première fois depuis des décennies, je m'asseyais dans le fauteuil en velours vert où j'allaite Camille, où je lui lisais tous les soirs, où je lui tenais les mains lorsqu'elle pleurait sur ses amours d'adolescente perdue. J'ai regardé la tache de sang sur ma paume, qui commençait déjà à coaguler. Antoine, murmurai-je au portrait de mon défunt mari sur la table de chevet, que ferais-tu? Son visage éternellement jeune souriait sur cette photo de notre 20e anniversaire de mariage. Il n'a jamais atteint 21e. L'accident sur la route côtière a emporté le seul homme qui m'ait vraiment connu. Pathologiquement dévoué, répétai-je les mots de Jean, en testant leur poids, leur cruauté. Est-ce que c'est ça qu'est devenu l'amour? Une pathologie? Mon regard tomba sur le tiroir du bas de la commode,
où je gardais des documents importants. L'acte de propriété, mes économies, le testament que j'avais préparé des années auparavant, laissant tout à Camille et Amélie. Tout cela planifié par une femme qui croyait en la valeur de la famille avant toute autre chose. Les paroles de Jean résonnaient dans mon esprit, nous serons là jusqu'à la mort de ta mère. Pour la première fois de ma vie, j'ai réfléchi au pouvoir que j'avais encore. Le pouvoir de changer le cours des choses, d'enseigner une leçon qu'aucun mot ne pourrait transmettre. J'ai décroché le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Isabelle ? C'est moi, Margot. Il faut qu'on parle. Maintenant. Lorsque j'ai raccroché, un étrange calme m'avait envahi. La douleur était toujours là, profonde et coupante, mais maintenant il y avait quelque chose de plus, la résolution. À 8 heures, je redécouvrirais s'il restait encore une trace de gratitude chez ceux que j'appelais ma famille. Et s'il n'y en avait pas, eh bien, il découvrirait que à l'ancienne, avait encore quelques tours dans son sac. L'horloge sur le mur indiquait 3 heures de l'après-midi. 5 heures pour planifier comment il transformerait, elle est une nuisance, en une leçon qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Avez-vous déjà senti votre cœur se briser en souriant ? Avez-vous déjà prétendu que tout allait bien alors que tout s'effondrait ? Croyez-moi, cette histoire va au-delà de ce que vous imaginez. Vous découvrirez ensuite comment j'ai transformé des décennies de douleur en une leçon que vous n'oublierez jamais. Continuez à regarder pour voir comment une simple vieille femme niçoise a changé le jeu de l'ingratitude. La vengeance n'est pas servie froide. Il se prépare lentement, à feu doux, comme un bon cassoulet. Chaque ingrédient ajouté au bon moment, chaque saveur calculée pour atteindre le juste milieu entre justice et cruauté. Je me suis réveillé avant l'aube, après une nuit au cours de laquelle le sommeil était arrivé par fragments interrompus par des pensées qui tournaient comme un manège déséquilibré. L'horloge indiquait 5h17 du matin lorsque j'ai renoncé à essayer de dormir. La lumière bleutée qui précède l'aube filtrait à travers les stores, projetant des ombres allongées sur le parquet en chêne qu'Antoine et moi avons installé de nos propres mains à l'été 1989. La maison était complètement silencieuse. Le genre de silence qui n'existe que lorsque tout le monde dort, lorsque vous êtes la seule conscience éveillée sous un toit. J'ai enfilé mon peignoir en soie, un cadeau de Camille il y a 3 Noëls, alors qu'elle se souciait encore assez de choisir quelque chose que j'appréciais vraiment, et j'ai descendu les escaliers en évitant les marches grinçantes. Dans la cuisine, la cafetière italienne que j'ai ramenée de ma lune de miel à Florence attendait patiemment son rituel quotidien. J'ai préparé le café fort, comme Antoine l'aimait, même s'il n'était plus là pour le déguster. Certaines habitudes refusent de mourir, même lorsque les personnes qui les ont inspirées sont parties. Je m'assis à la table en marbre et regardais les premiers rayons du soleil illuminer le jardin. Les roses que j'avais taillées hier semblaient m'observer à travers la fenêtre, leurs pétales blancs légèrement teintés de rouge là où mon sang était tombé. Un présage, peut-être. Ne cède pas à l'amertume, Margot, me dis-je, ces mots sonnant étrangement dans le silence matinal. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est une question de dignité. Du café amer coula dans ma gorge alors que je rassemblais mes pensées. La conversation de la veille avait été tendue mais contrôlée. Jean, avec ses talents de théâtral, s'était lancé dans des excuses, affirmant que j'avais mal compris ses propos, qu'il était juste stressé par des pressions financières. Camille, à son tour, hésitait entre des larmes contenues et des explications brisées sur la façon dont ils envisageaient réellement de déménager bientôt, sur la valeur qu'ils accordaient à tout ce que je faisais. Des mensonges polis enveloppés dans une feinte gratitude. Je les ai écoutés calmement, sans les interrompre, les laissant se laisser emporter par leurs propres contradictions. Quand ils ont fini, j'ai juste dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, que nous en reparlerions plus tard. L'expression de soulagement sur le visage de Jean était presque comique. Il croyait vraiment que sa performance avait fonctionné, que la vieille idiote avait accepté ses excuses boiteuses. Maintenant, avec la clarté que seule l'aube peut apporter, je savais exactement ce que je devais faire. Isabelle arriverait à 9h. Mon ami d'enfance et défenseur de la famille depuis 3 décennies méritait de connaître personnellement mes projets.
J'ai ouvert le tiroir du bureau dans le salon et j'ai sorti le dossier contenant tous les documents de la maison actes, dossiers fiscaux, évaluations récentes. Tout ce dont vous auriez besoin pour ce qui allait arriver. À 7 heures du matin, j'entends les premiers mouvements à l'étage. Jean se prépare pour aller travailler à l'hôtel. Peu après, les petits pas d'Amélie qui court dans le couloir, suivis de la voix endormie de Camille qui tente de la contenir. J'ai mis le dossier dans mon sac et je suis remontée dans ma chambre. Je ne voulais pas les rencontrer pour l'instant, pas avant d'avoir tout mis en ordre. J'ai fermé la porte doucement et je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, écoutant la routine matinale de la maison à travers les murs minces. Papa, est-ce que grand-mère est triste? La voix d'Amélie, avec sa clarté enfantine, traversa le couloir. Non, mon petit, grand-mère est juste, grand-mère, répondit Jean, sur ce ton faussement jovial que les adultes utilisent lorsqu'ils mentent aux enfants. Mais elle a pleuré. J'ai vu des larmes quand elle a raconté l'histoire. Je pinçai les lèvres, surprise qu'Amélie l'ait remarqué. La veille au soir, après la conversation tendue avec Jean et Camille, j'ai emmené ma petite fille dans sa chambre et lui ai lu son histoire préférée, La petite fille aux allumettes. Un choix étrange pour un enfant, peut-être, mais Amélie a toujours insisté sur cette triste histoire. À un moment donné, alors que je lisais l'histoire de la jeune fille gelée dans la neige tout en rêvant de chaleur et de confort, j'ai senti des larmes silencieuses couler sur mon visage. Amélie avait posé sa petite main sur ma joue, mais ne disait rien. Les grands-mères pleurent parfois à cause de choses de grand-mère, répondit Jean, l'impatience commençant à se manifester dans sa voix. Allez, finis ton petit déjeuner ou nous serons en retard. J'ai regardé l'horloge. 7h25, bientôt la maison serait vide. Jean à l'hôtel, Camille à l'université, Amélie à la crèche. Le territoire me serait libre pour exécuter la première phase de mon plan. À 8h10, je les ai entendus partir tous les trois. Jean au volant, comme toujours, déposait Amélie à la garderie sur le chemin de l'hôtel, puis Camille à l'université. La routine parfaite pour la famille parfaite dans leur maison parfaite. Une illusion soigneusement construite que j'étais sur le point de détruire. Lorsque le bruit de la voiture a disparu au détour d'un virage, j'ai quitté la pièce. La maison semblait différente désormais, ce n'était plus une maison, mais un champ de bataille. Chaque objet, chaque meuble, chaque photographie accrochée au mur revêtait soudain un double sens. La chaise antique de ma grand-mère que Jean avait reléguée au grenier parce qu'elle ne cadrait pas avec l'esthétique moderne. Le service en porcelaine de Limoges que Camille utilisait rarement, préférant la vaisselle bon marché des supermarchés pour ne pas courir le risque de briser les héritages familiaux. Sur la table de la cuisine, un mot rédigé à la hâte de l'élégante écriture de Camille. Maman, je rentre tôt aujourd'hui. Pouvons-nous parler? Je t'aime. C'est. J'ai plié le billet et l'ai mis dans ma poche. Le « je t'aime » semblait être un ajout ultérieur, comme si elle s'était soudain rappelé que les déclarations d'affection étaient de mise dans ces circonstances. À 8h55, on sonne à la porte. Isabelle, ponctuelle comme toujours. Mon Dieu, Margot, s'est-elle exclamée en me voyant, ses yeux perspicaces m'évaluant de haut en bas. Vous semblez avoir vieilli de 10 ans depuis hier. Et j'ai l'impression qu'il y en avait 20, répondis-je en la conduisant dans le salon. Tu veux du café? Ce que je veux, c'est savoir pourquoi vous m'avez appelé de manière si urgente. Votre appel d'hier m'a inquiété. Je m'assis face à elle, les mains étroitement croisées sur mes genoux pour cacher son léger tremblement. Je dois vendre la maison, ai-je déclaré sans préambule. Isabelle haussa ses sourcils parfaitement dessinés. À 64 ans, elle conservait cette élégance aiguisée des avocats qui passaient leur vie face aux hommes devant les tribunaux. Pourquoi? Vous aimez cette maison. 3 générations de la famille Collin ont vécu ici. Et aucune génération future ne vivra, répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas, du moins, pas comme je l'avais prévu. Je lui racontai la conversation que j'avais entendue, les paroles de Jean, le silence de Camille, le sentiment d'avoir été réduit à un obstacle à contourner, une ressource à exploiter. Isabelle écoutait sans l'interrompre,
ses lèvres se serrant de plus en plus jusqu'à former une fine ligne d'indignation. « Crétin », dit-elle finalement quand j'eus fini. Surtout sa fille. Je n'attendais pas mieux de sa part, j'ai toujours pensé que Jean était un opportuniste depuis que Camille l'a amené la première fois. Mais elle? C'est ma fille, soupirai-je. Peut-être que je l'ai trop gâtée, trop protégée des conséquences de ses choix. Alors maintenant, elle va apprendre, a déclaré Isabelle, sa voix prenant le ton professionnel qu'elle utilisait au tribunal. Mais en es-tu sûre, Margot? La vente de la maison est irréversible. Un lent sourire se forma sur mes lèvres, le premier véritable depuis la veille. Qui a dit que j'allais le vendre? Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent un instant avant de se rétrécir en signe de compréhension. Un sourire complice reflétait le mien. Ah, Margot Collin. Tu as toujours été la plus intelligente de nous deux. Pas assez intelligent pour comprendre ce qui se passait sous mon propre toit, répondis-je amèrement. Mais je vais me rattraper maintenant. Nous nous sommes penchés sur la table et, au cours de l'heure suivante, nous avons élaboré un plan qui ferait comprendre à Jean et Camille exactement la valeur de ce qu'ils étaient si prêts à gaspiller. À 11 heures, Isabelle repart avec des instructions claires et une liste de contacts à appeler. Je restais dans la pièce, regardant le soleil de midi baigner le jardin d'une lumière dorée qui mettait en valeur chaque rose, chaque buisson, chaque pierre le long du chemin. Cet endroit qui avait été témoin de mes moments les plus heureux et les plus douloureux. J'ai pensé à Amélie, si innocente au milieu de ce drame adulte. Elle serait la seule véritablement protégée dans mon plan, je m'en assurerais. Je suis monté dans ma chambre et j'ai ouvert l'armoire ancienne en bois de cerisier. Au fond du tiroir du bas, sous des foulards en soie soigneusement pliés, se trouvait une boîte en velours bleu foncé. À l'intérieur, les bijoux de famille que j'avais réservés à Camille, le collier de perles que portait ma grand-mère à son mariage, les boucles d'oreilles en saphir qu'Antoine m'a offertes à la naissance de Camille, la broche en diamant qui appartenait à mon arrière-grand-mère. J'ai contemplé chaque pièce un long moment avant de placer la boîte dans mon sac. Ces bijoux, tout comme la maison, faisaient partie de l'héritage Collin. Un héritage que Camille ne recevra que lorsqu'elle démontrera qu'elle le mérite. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Isabelle. Tout bouge, rapporte-t-elle. Maurice accepte de jouer à l'acheteur anglais, il arrive de Londres demain et peut venir inspecter la maison jeudi. Parfait, répondis-je. Et les documents? Je prépare tout. Ils auront l'air absolument authentiques, y compris les sceaux et les timbres. Personne ne remettra en question leur légitimité, pas même un banquier. Merci Isabelle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je commettrais probablement un crime moins sophistiqué, répondit-elle avec un petit rire. Mais sérieusement, Margot, es-tu prête à en assumer les conséquences? Cela va changer à jamais ta relation avec Camille. J'ai regardé par la fenêtre la Méditerranée au loin, ses eaux bleues scintillant sous le soleil d'été. La même mer qu'Antoine et moi contemplions chaque nuit avant de nous coucher, faisant des projets pour un avenir qu'il ne vivrait jamais. Notre relation a déjà changé pour toujours, répondis-je doucement. Au moment où j'ai entendu ces mots et vu que ma fille ne m'a pas défendu. Maintenant, je réagis simplement au changement. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à rédiger une liste détaillée de tout ce que je devais faire au cours des 2 prochaines semaines. Chaque étape soigneusement planifiée, chaque réaction anticipée. Point. En haut de la liste, en majuscule, j'ai écrit « Nouveau compte bancaire à mon nom, seulement transférer toutes les épargnes ». Les projets de Jean d'utiliser ma maison comme garantie d'un prêt s'effondreraient lorsqu'elle découvrirait que non seulement la maison ne serait plus disponible, mais que le confort financier que j'avais fourni en silence s'était complètement tari. « Elle dérange », avait-il dit. Vous découvrirez maintenant ce qui vous dérange vraiment, la réalité qui s'ensuit lorsque la générosité que vous teniez pour acquise se transforme en conséquences auxquelles vous n'auriez jamais imaginé faire face. J'ai entendu la voiture de Camille arriver plus tôt que prévu. J'ai vite rangé la liste et me suis préparé au prochain acte de cette pièce que je n'avais pas choisie, mais que je dirigerai désormais jusqu'au bout. Maman?
appela sa voix depuis le hall d'entrée. Tu es à la maison? Au bureau, chérie, répondis-je, insufflant à ma voix un calme que je ne ressentais pas. Les pas de Camille hésitaient un instant avant de se diriger vers la porte. Notre confrontation serait inévitable, mais maintenant j'étais prêt. Elle ne retrouverait pas la mère blessée d'hier, mais une femme avec un projet, une femme qui a enfin compris que l'amour sans respect n'est qu'une exploitation déguisée en dévotion. La porte s'ouvrit, révélant Camille aux yeux rouges et à l'expression anxieuse. Il essaya d'esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « On peut parler ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, répondis-je en désignant la chaise devant moi. En fait, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle s'est assise, le soulagement visible sur son visage, croyant probablement que j'avais tout pardonné, que nous reviendrions à une normalité confortable où elle et Jean pourraient compter sur ma générosité inconditionnelle. La pauvre. Je n'avais aucune idée de la tempête que je venais de déclencher. J'ai souri sereinement et j'ai commencé le mensonge le plus honnête que j'ai jamais dit. Les jours qui suivirent furent un cauchemar silencieux. Camille ne me parlait pratiquement pas, se limitant à des réponses brèves lorsque cela était nécessaire. Jean ne me regardait même pas dans les yeux. Seule Amélie, innocente des tensions adultes, continuait à me chercher des histoires et des câlins. Une semaine après l'annonce explosive, j'ai trouvé Jean fouillant dans mon bureau, la seule pièce de la maison que je gardais verrouillée. « Que fais-tu » ai-je demandé depuis la porte, le faisant sursauter de peur. « Je cherche le contrat de vente », répondit-il sans détour, avec défi. « Je veux voir si ce n'est pas tout ton bluff. »« Sortez de mon bureau maintenant », ordonnai-je, ma voix plus ferme que jamais. « Ou quoi, vieille femme ?» grogna-t-il en s'approchant d'un air menaçant. « Vas-tu me mettre dehors? Appeler la police? Si nécessaire, oui. » Quelque chose dans mon regard a dû le faire tressaillir. Jean est passé devant moi en me cognant volontairement l'épaule. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il avant de descendre. Cette nuit-là, j'ai verrouillé non seulement le bureau mais aussi ma chambre. La peur était une sensation nouvelle pour moi dans cette maison, ma propre maison. Le lendemain matin, Isabelle m'a appelé. « Margot, votre gendre était ici aujourd'hui pour exiger de voir les documents de vente. Comme il n'est pas légalement intéressé, j'ai refusé de montrer quoi que ce soit. »« Merci, Isabelle. Il est désespéré. »« Faites attention », a-t-elle prévenu. « Les gens désespérés font des choses impensables. » L'avertissement d'Isabelle s'est avéré vrai 3 jours plus tard, lorsque je suis revenu du marché et que j'ai trouvé la maison apparemment silencieuse. Quelque chose n'allait pas, la porte de ma chambre était entr'ouverte. J'entrai prudemment. Tiroirs renversés, placards ouverts, mes bijoux de famille éparpillés sur le lit. Le petit coffre-fort dans lequel je gardais des documents importants dont mon compte bancaire a été cambriolé et vide. Je m'assis sur le bord du lit, tremblant. Pas par peur, mais par pure colère. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Isabelle. « J'ai besoin que tu viennes ici maintenant. Et que tu amènes la police. » 2 heures plus tard, l'inspecteur Moreau prenait ma plainte tandis qu'Isabelle me tenait la main. Jean et Camille étaient revenus en prétendant qu'ils étaient dans le parc avec Amélie. La tension dans la pièce était palpable lorsque j'ai signalé le vol. « Est-ce que vous m'accusez d'avoir volé vos affaires ?» Jean a explosé. « Pensez-vous que je suis un voleur ?»« Inspecteur, » dis-je calmement, dans mon coffre-fort se trouvaient des documents bancaires, l'acte original de cette maison, des bijoux de famille et environ 5 000 € en espèces que je garde en cas d'urgence. Tout a disparu pendant mon absence. C'est absurde. Camille a protesté. « Maman, comment peux-tu penser que nous ferions ça ? » « Je n'ai pas dit que c'était toi, répondis-je froidement. Je viens de dire que j'ai été volée. » L'inspecteur a demandé de vérifier le coffre-fort cassé. En approchant, j'ai remarqué que Jean faisait un signe discret à Camille. Dans la pièce, l'inspecteur a photographié le coffre-fort endommagé. « Cela ne ressemble pas à un travail professionnel », a-t-il commenté.
Plutôt quelqu'un qui utilise désespérément des outils ménagers. Je vais vérifier les empreintes digitales, a-t-il poursuivi en enfilant des gants et en saisissant son kit. Madame Colin, pouvez-vous me dire qui a eu accès à cette pièce ces derniers jours? Juste moi, répondis-je. Je garde la porte verrouillée quand je sors. Et la clé? Toujours avec moi. Jean renifla bruyamment, mais l'inspecteur l'ignora. Je vais vérifier les caméras de sécurité du quartier, a informé l'inspecteur. S'il y a des mouvements suspects de la part d'étrangers, nous le saurons. Jean visiblement pâle. Camille lui serra nerveusement la main. Après le départ des policiers, le silence est devenu insupportable. Comment as-tu pu le faire? Camille a finalement explosé, les larmes coulant sur son visage. Appelez la police chez vous, accusez votre gendre. Je n'ai accusé personne, répétai-je en restant calme. Je viens de signaler un crime. Crime? Jean rit sarcastiquement. Le seul crime ici est celui que vous commettez contre votre propre famille. Vendre notre maison sans aucune contrepartie, nous jeter à la rue. Ta maison? J'ai haussé les sourcils. Il est intéressant de voir à quelle vitesse on est passé de « sa maison est une nuisance » à « notre maison ». Le visage de Jean rougit de colère. Camille semblait déchirée entre nous deux. « Maman, essaya-t-elle, la voix tremblante, s'il te plaît, il doit y avoir un autre moyen. Nous pouvons parler comme des adultes. » Adultes, sourit tristement. Les adultes ne volent pas, Camille. Les adultes ne fouillent pas la chambre des autres à la recherche de documents qui ne leur appartiennent pas. J'en fis un pas menaçant, mais Isabelle s'interposa entre nous. Monsieur Dupont, dit-elle fermement, je vous conseille fortement de garder vos distances. Tout acte agressif maintenant serait problématique, compte tenu de l'enquête en cours. Il recula, mais ses yeux brillaient de haine. Cette nuit-là, Isabelle a insisté pour rester avec moi. Nous avons installé un lit dans la chambre d'Ami. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti suffisamment en sécurité pour dormir profondément. Le lendemain matin, le téléphone sonna tôt. C'était l'inspecteur Moreau. Madame Colin, nous avons besoin que vous veniez au poste. Nous avons trouvé quelque chose sur les enregistrements que vous devez voir. Isabelle m'a accompagnée. Dans la petite salle de réunion du commissariat, l'inspecteur nous a montré les images captées par la caméra d'un voisin. Jean était clairement visible, se faufilant par l'arrière de la maison au moment précis où j'étais à l'épicerie. Il portait quelque chose caché dans sa veste. Nous avons aussi trouvé ça, l'inspecteur a posé un petit sac en plastique sur la table. C'était mon compte bancaire, récupéré dans une décharge publique près de l'hôtel où travaillait Jean. Malheureusement, l'argent et les bijoux n'ont pas été retrouvés. Je vais porter plainte, ai-je déclaré sans hésiter. Maman. Camille a plaidé lorsque je suis rentré à la maison avec Isabelle et 2 policiers. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Jean a fait une erreur, mais elle va tout rendre. Jean était assis sur le canapé, le visage pâle, les mains menottées. Trop tard, répondis-je en regardant les policiers le faire sortir. Nos choix ont des conséquences, Camille. Il est temps que Jean l'apprenne. Comment peux-tu nous faire ça? Elle a sangloté. Nous sommes votre famille. La famille se respecte, se protège et se valorise, répondis-je, me sentant étonnamment calme. Ce que vous avez fait, c'est exploiter, mentir et voler. Amélie regardait tout du haut de l'escalier, les yeux écarquillés et confuse. Mon cœur s'est serré pour elle, la seule vraiment innocente dans ce drame familial. Et maintenant? Demanda Camille, vaincue, alors que nous étions seuls. Maintenant, soupirai-je, disons la vérité à Amélie d'une manière qu'elle comprend. Et puis, vous avez exactement 3 semaines pour trouver un logement pour vous deux. 2. Isabelle a déjà entamé les démarches. Je demanderai la garde temporaire d'Amélie jusqu'à ce que vous et Jean établissiez une résidence convenable et démontriez la capacité financière de prendre soin d'elle. Le cri de Camille résonna dans toute la maison. Le procès de Jean a été rapide.
Grâce aux preuves vidéo et à la récupération partielle des objets volés, il a été condamné à une peine de 6 mois de prison, converti en travaux d'intérêt général et en probation en tant que primo-délinquant. Les dommages causés à sa réputation ont toutefois été irréparables, l'hôtel l'a licencié immédiatement après l'incident. Camille emménage dans un petit appartement loué en banlieue niçoise. Sans le salaire de Jean et avec des dépenses croissantes, elle a dû augmenter sa charge de travail à l'université. Amélie, sur décision de justice, restait avec moi la semaine, rendant visite à sa mère le week-end. La date limite de livraison de la maison approchait à grands pas. J'ai engagé une équipe de déménagement pour emballer mes effets personnels, vieux meubles, souvenirs, photographies qui racontaient l'histoire de générations. 3 jours avant la date limite, Camille s'est présentée à la porte, les yeux rouges et gonflés. « Maman, on peut parler ?» demanda-t-il timidement. Je l'ai invité à entrer. La maison, autrefois si vivante, ressemblait désormais à un musée de souvenirs emballés dans des cartons. « J'en vais à Paris », annonça-t-elle en s'asseyant sur la seule chaise restante dans la pièce. Il a trouvé un emploi là-bas grâce à un cousin. « Et toi ?» ai-je demandé en gardant ma voix neutre. « J'ai été invité à enseigner à Marseille », répond-il, les yeux fixés sur le sol. « Un contrat de 2 ans, un bon salaire. »« Et Amélie ?» Camille m'a finalement regardé dans les yeux, les larmes coulant silencieusement. « C'est pour ça que je suis ici. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais, tu viendrais avec nous ? À Marseille ? » La question m'a pris au dépourvu. Après tout ce qui s'était passé, je ne m'attendais pas à une invitation à continuer à faire partie de leur vie. Pourquoi ? J'ai simplement demandé. Parce qu'Amélie a besoin de toi, répondit-elle avec une honnêteté brute. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que je comprends enfin ce que tu as essayé de m'apprendre toutes ces années sur la responsabilité et les valeurs. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence entre nous était rempli de décennies d'histoires, de moments d'amour partagés, de déception, de joie et de douleur. « Et ton nouvel appartement ? » demanda Camille. « Que as-tu acheté près de la mer ?» Souriait légèrement. Il était temps de connaître la vérité finale. « Il n'y a pas d'appartement, Camille. » Elle m'a regardée, confuse. « Je n'ai pas vendu la maison, avouai-je calmement. »« Quoi ? Mais, les acheteurs anglais, les documents, le déménagement. » Isabelle a mis en place un scénario parfait. Les acheteurs étaient des amis à elle qui sont venus visiter la maison à plusieurs reprises. Les documents étaient faux, convaincants, mais faux. Le changement est réel, mais je ne fais que réorganiser, je ne pars pas. Maman ? Balbutia Camille, abasourdie. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin que tu apprennes la valeur de ce que tu avais, répondis-je en m'asseyant à côté de lui. J'avais besoin qu'il sache ce que c'est de sentir le sol disparaître sous ses pieds, ce que c'est de devoir se battre pour son propre toit. Qu'est-ce que c'est d'être traité comme une nuisance ? Camille se couvrit le visage de ses mains en sanglotant ouvertement. L'inspecteur Moreau, elle a demandé en larmes. Un vieil ami de ton père. Il a accepté de nous aider lorsque je lui ai expliqué la situation. Jean a effectivement volé l'argent et les bijoux, ce n'était pas un acte. Mais la procédure judiciaire a été adaptée. Donc Jean a été reconnu coupable d'un véritable crime, mais la raison derrière tout cela était un mensonge ? Non, Camille, corrigeai-je doucement. La raison était absolument vraie. Vous aviez en fait prévu d'utiliser ma maison comme garantie sans mon consentement. Jean me considérait vraiment comme un fardeau. En fait, vous avez permis que cela se produise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Camille releva la tête, les yeux gonflés mais aussi différents, plus matures, plus conscients. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ça, répondis-je en prenant ses mains dans les miennes, cela dépend entièrement de vous. » Le lendemain, Camille revient avec Amélie. Nous étions tous les 3 assis dans le jardin, sous l'olivier centenaire où tout a commencé. « J'ai quelque chose pour toi,
dit-il en tendant une enveloppe à Camille. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, l'acte de propriété de la maison, partiellement transféré à son nom, et un fonds éducatif établi pour Amélie. « Maman » commença-t-elle, sans voix. « La maison a toujours été faite pour toi, Camille, expliquai-je. Mais d'abord, il fallait apprendre à le valoriser pas seulement en tant que propriété, mais en tant que foyer. »« Jean ne le croira jamais, murmura-t-elle. »« Jean n'a pas besoin de savoir, répondis-je fermement. Il a fait son choix lorsqu'il est entré par effraction dans ma chambre et a volé mes bijoux. » Amélie jouait parmi les fleurs, inconsciente de l'ampleur du moment. « Quant à l'invitation à Marseille, continuai-je, j'accepte, à une condition. »« Lequel ?» demanda Camille anxieuse. « Puisses-tu ne plus jamais permettre à quiconque de te faire douter de ta valeur ou de celle de ceux qui t'aiment vraiment, répondis-je en caressant son visage comme je le faisais quand elle n'était qu'une petite fille. Pas même un mari. Cet après-midi-là, Camille appelle Jean à Paris. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais l'appel a été long et, d'après ce que j'ai pu voir, définitif. Quand il eut fini, ses yeux étaient rouges, mais il y avait une nouvelle fermeté dans son regard. « Il ne viendra pas à Marseille », annonce-t-il simplement. J'ai hoché la tête, sans surprise. Certaines fractures sont trop profondes pour être réparées. La semaine suivante, la maison a été nettoyée et réorganisée. Les meubles reprennent leur place, les cartons sont déballés et une nouvelle énergie remplit les pièces. C'était toujours notre maison, mais transformée par la vérité et les leçons apprises. Le jour du déménagement à Marseille est arrivé par une matinée ensoleillée d'octobre. Le Mistral avait cessé et le ciel était de ce bleu profond que seule la Côte d'Azur connaît. La petite voiture de Camille contenait à peine nos sacs et Amélie tenait à prendre tous ses jouets. « Maman » a demandé Camille alors que nous fermions la maison, « pourquoi n'as-tu pas dit la vérité plus tôt ? Pourquoi m'as-tu laissé vivre tout ça ? » Parce que certaines leçons, répondis-je en verrouillant la porte principale, nous n'apprenons que lorsque nous les ressentons directement. Quand je viens de parler, tu n'as pas écouté. Quand je te l'ai montré, tu l'as ressenti. C'était cruel, a-t-elle commenté, sans aucune accusation dans la voix, juste une observation. C'était nécessaire, corrigeai-je doucement. La cruauté aurait été de vous laisser continuer sur cette voie, en m'utilisant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis en me rejetant comme un objet sans valeur. Camille hocha lentement la tête, la compréhension enfin présente dans ses yeux. Dans la voiture, avec Amélie déjà somnolente sur la banquette arrière, Camille allume la radio. Une vieille chanson française remplissait le véhicule, une mélodie qu'Antoine nous chantait à tous les deux. « Tu te souviens de cette chanson ?» J'ai demandé. « Comment pourrais-je oublier ?» Camille sourit, les larmes aux yeux. « Papa nous chantait les nuits d'orage, quand j'avais peur du tonnerre. Il a toujours su transformer la peur en courage, ai-je commenté en regardant la route qui s'ouvrait devant nous. Alors que la voiture s'éloignait de Nice, j'ai regardé dans le rétroviseur la silhouette de notre maison sur la colline, avec ses cyprès centenaires et ses oliviers centenaires. Ce n'était pas un au revoir définitif, nous revenions les jours fériés et les occasions spéciales, mais c'était la clôture d'un chapitre. À Marseille, une nouvelle vie nous attendait. Un appartement modeste à proximité de l'université, une excellente école pour Amélie, et la chance de reconstruire notre relation sur des bases plus solides, le respect, la gratitude et un amour inconditionnel, mais pas sans conséquences. Jean appelait de temps en temps pour parler à Amélie. Sa voix au téléphone semblait lointaine, comme si elle appartenait déjà à une autre vie. Camille est restée polie mais ferme dans ses limites. Le divorce a été finalisé 1 an plus tard, sans drame ni dispute majeure. Quant à moi, à 63 ans, j'ai découvert une nouvelle étape de la vie. J'ai commencé à donner des cours de cuisine traditionnelle provençale aux touristes à Marseille. Mes recettes familiales, autrefois réservées à Camille et Amélie, ravissent désormais les gens du monde entier. Un après-midi, alors que nous préparions la bouillabaisse pour un groupe d'Américains enthousiastes, Amélie, maintenant presque 4 ans, a tiré sur mon tablier. « Grand-mère »
demanda-t-elle avec cette curiosité enfantine qui voit au-delà des apparences. Pourquoi maman et papa ne vivent-ils plus ensemble? Je me suis penchée à son niveau, regardant ses yeux innocents. Parce que parfois, mon petit trésor, les gens confondent la valeur des choses avec la valeur des personnes. Et quand cela arrive, il faut du temps et de la distance pour faire la différence. Elle fronça les sourcils, essayant de comprendre. C'est comme quand tu aimes le coffret cadeau plus que le cadeau lui-même, expliquai-je. Ton père aimait plus ce que nous avions que ce que nous étions. Et maman? Ta mère, sourit-il, ressentant un profond sentiment de fierté, a appris la différence juste à temps. À la table près de la fenêtre, Camille corrigeait le travail de ses élèves, levant parfois la tête pour nous sourire. Son visage avait changé au cours de la dernière année, pas seulement physiquement, mais aussi dans son expression. Il y avait une sérénité, une force qui n'existait pas auparavant. Amélie retourna à sa petite tâche d'aider à préparer la salade, satisfaite de l'explication. Je l'ai regardée avec tendresse, reconnaissante qu'elle soit trop jeune pour porter les cicatrices de cette histoire. Ce soir-là, après avoir couché Amélie, Camille et moi nous sommes assis sur le petit balcon de l'appartement, partageant une bouteille de rosé. J'ai reçu un appel aujourd'hui, commenta-t-elle avec désinvolture. J'en veux y retourner. Et qu'as-tu répondu? Que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. J'ai levé mon verre pour porter un toast silencieux à sa nouvelle sagesse. Tu sais, maman, continua-t-elle en regardant les lumières du port de Marseille, je n'ai jamais vraiment dit merci. Pourquoi? Ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Pour avoir été assez cruel pour être vraiment gentil. Nous sourions, complices de la compréhension que parfois l'amour le plus profond n'est pas celui qui protège de toute douleur, mais celui qui permet à la douleur d'enseigner ses leçons nécessaires. À la vérité, portai-je. En remerciement, répondit-elle. Nos verres tintaient doucement dans le silence de la nuit méditerranéenne. Amélie dormait paisiblement dans la chambre voisine, grandissant dans un foyer où l'amour ne se mesurait pas par la valeur matérielle, mais par le respect et la reconnaissance mutuelle. Jean, dans son appartement solitaire à Paris, a peut-être enfin compris le vrai sens du mal-être. Ce n'était pas moi, une belle-mère âgée luttant pour conserver sa dignité, mais la mauvaise conscience de quelqu'un qui trahit la confiance de ceux qui l'ont accueilli. Quant à moi, à 63 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour fixer des limites, pour exiger le respect, pour donner des leçons difficiles à ceux qu'on aime. Parce que le véritable amour n'est pas permissif, il est transformateur. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, j'ai transformé un « elle dérange » en une leçon qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Vous savez, à 62 ans, j'ai appris que le silence n'est pas toujours une vertu. Cette histoire ne vient pas d'un livre ou d'un film, elle vient de nos maisons, de nos tables, des regards échangés quand ils pensent que nous ne pouvons plus voir. Combien d'entre nous ont entendu ce soupir d'impatience d'un enfant? Ou avez-vous remarqué à quel point la visite hebdomadaire est devenue mensuelle, puis occasionnelle? Avez-vous déjà ressenti cela? Cette douleur silencieuse lorsque vous réalisez que votre présence n'est tolérée que par ceux que vous aimez le plus? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté, regrettant les paroles dures prononcées envers quelqu'un qui ne voulait que le meilleur pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. Ouvre ton cœur comme j'ai ouvert le mien. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en vous? Quels souvenirs ou sentiments sont revenus à la surface? Vos paroles pourraient être le réconfort qu'un autre cœur blessé avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. C'est à travers ces inscriptions que des histoires comme la mienne, comme la nôtre continuent d'être racontées. Des histoires de dignité, d'amour-propre, de leçons que seules nos années de vie peuvent enseigner. Inscrivez-vous maintenant. Non pas à cause du nombre, mais à cause de la communauté que nous construisons ici. Une communauté de personnes qui refusent d'être une simple nuisance dans la vie de ceux qu'elles aiment. Jusqu'au prochain rapport. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour récupérer votre valeur. Moi, Margot Collin, j'en suis la preuve vivante.